Il y a 2 mois de ça a été lancée une initiative connue sous le procès de Milan, un tribunal populaire qui se regroupait pour juger nos criminels de gouvernants, mais surtout réaffirmer que dans une démocratie, c'est le peuple qui décide. Il n'est certainement pas là pour servir les intérêts d'un petit groupe, ni subir sa tyrannie. Grâce aux sacrifices et aux efforts de chacun des participants, qui ont fait le chemin jusqu'à Milan, le 25 décembre, la France recevait en cadeau le résultat de leur travail. Ce cadeau, c'était la possibilité offerte aux Français de pouvoir enfin s'unir derrière la seule chose capable de satisfaire le plus grand nombre, à savoir, la souveraineté du peuple. En effet, il a été dit et répété, qu'un concept allant dans ce sens avait été élaboré, lequel pourrait s'étendre par la suite au reste du monde. Quelques milliers de personnes dotées de bon sens en ont compris l'impact. Les autres restent léthargiques ou s'enfoncent dans des voies de garage, s'acharnant à des méthodes qui ne leur ont jamais rien apporté. Macron vous avait annoncé la République en marche, et c'est le cas de le dire, jamais les Français n'auront autant marché. Il conviendrait aujourd'hui de savoir où nous allons et le meilleur moyen pour cela serait de choisir nous-mêmes la destination. Notre ambition devrait être plus grande et ne pas se limiter à la destitution de Macron, car la cause de nos problèmes est infiniment plus profonde. Lui n'est qu'un aboutissement. Tous les chefs qui l'ont précédé vous ont tous trahi et lui ont ouvert la voie progressivement. Bien que de nombreuses personnes aient alerté le monde depuis au moins le milieu du siècle dernier déjà, la masse a préféré croire aux mensonges de la République, et a continué de voter pour ces gens. L'unique mission de Macron était de remettre la France sur un plateau à d'autres. Le chaos actuel était planifié et il fait exactement ce pourquoi il a été mandaté. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Macron n'est qu'un vulgaire mercenaire, au même titre que tous ceux qui l'ont précédé et tous ceux qui suivront, à moins que nous ne décidions de mettre un terme une bonne fois pour toutes à cette mascarade de république maçonnique. Mais pour cela il faudrait sortir le peuple de la torpeur dans laquelle il est plongé, car bien évidemment les francs-maçons ne disposent pas seulement de Macron mais d'une infinité de pions qui vous influencent insidieusement. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Force est de constater que la quasi-totalité des médias alternatifs n'ont pas fait écho de cet événement, pas même celui qui devrait pourtant être sur le coup en tant que premier site de réinformation de France, j'ai nommé Égalité et Réconciliation d'Alain Soral. Pas un mot non plus venant de son acolyte Dieudonné, qui lui aussi est proclamé comme un poids lourd de la dissidence. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai toujours soutenu avec ferveur les personnes qui me semblaient s'impliquer dans la lutte pour la vérité et le bien commun, surtout lorsqu'elles subissaient des injustices. Ces deux-là en faisaient partie, mais comme bon nombre d'entre vous aussi certainement, je remarque désormais que ces agitateurs soi-disant anti-système participent eux-mêmes à ce système dont ils profitent considérablement. Sur le pognon, par exemple, toi, tu dis tout le temps que lui, c'est le juif du duo, parce qu'il est vachement doué pour le blé. J'ai tendance à dire ça. 350 000 €. C'est la somme globale que nous avons recueillie à ce jour pour financer le rachat de ma baraque. Donc on s'est mis sur un marché extrêmement porteur, nous en tirons un profit, un intérêt, c'est vrai, hein, non, faut le dire, je crois que c'est l'honnêteté qui le veut. Je partage donc ces mots de Vincent Renoir qui avait déjà tout compris en 2013 concernant Soral, et je les étendrai également à Dieudonné. Je cite, « Je le dis sans phare, j'étais un partisan de Soral sur la toile. Enfin me disais-je quelqu'un qui ose dire tout haut ce que nous sommes nombreux à dire tout bas. Voilà un vrai rebelle à suivre. Or, plus le temps passe et plus je comprends que je me fais manipuler. Tout n'est pas à jeter dans Alain Soral bien sûr,
Et c'est cela la force des faux rebelles, mais le chemin qu'il suit et dans lequel il prétend nous emmener est une impasse soigneusement confectionnée par le système. Car que veut-il le système au final? Que rien de fondamental ne bouge en haut de la pyramide. Qu'en bas, il y ait quelques remous pourquoi pas, mais c'est tout. Il crée donc de toutes pièces des faux rebelles chargés de canaliser la contestation populaire qui monte logiquement devant l'incurie du système. Fin de citation. Alain Soral ne voit donc pas l'intérêt de relayer une info majeure qui concerne le peuple français en pleine révolte, mais il en trouve à défendre un pédophile notoire en la personne de Gabriel Matzneff, lequel a bénéficié d'une impunité et d'une complaisance pour le moins choquante tout au long de sa vie, rattrapé seulement à 83 ans pour ses actes ignobles, ceux que l'on connaît en tout cas. Voilà, moi je reste toujours dans un débat de vérité, et en ce moment par exemple je défends Gabriel Matzneff. Je dis je connais Gabriel Matzneff, ce n'est pas une ordure, voilà, je le connais, même si très longtemps dans sa vie, il a aimé avoir des histoires d'amour, des vraies histoires d'amour avec des échanges de lettres, d'amour, etc. Parce que je connais sa réalité, parce que j'ai eu une fiancée qui était une ancienne fiancée de Gabriel Matzneff, et qui avait été sa maîtresse quand elle avait 14-15 ans. Donc ça peut paraître choquant. Ah, que c'est beau, un peu plus Alain Soral nous ferait verser quelques larmes. Les belles histoires d'amour de Gabriel Matzneff avec des mineurs. Alors on va quand même rappeler à ce sympathisant du FN qui est cette personne dont il prend la défense. Gabriel Matzneff faisait partie des plus grands militants pédophiles de France, à l'époque où, par exemple, Libération faisait l'apologie de la pédophilie dans ses colonnes. Bien sûr, il a signé à l'époque toutes les pétitions allant dans le sens d'une dépénalisation de la pédophilie consentante. Et sauf erreur de ma part, dans ces pétitions, il n'a jamais été question de fixer un âge limite. Et ce brave monsieur a co-signé en 1979 cet ouvrage faisant la promotion de la pédophilie. Alors, parmi toutes les immondices qu'on peut trouver dans ce bouquin, page 106, Gabriel Matzneff se vante de sodomiser un jeune garçon de 12 ans. Je vais vous laisser lire ça tranquillement comme des grands, je n'ai pas vraiment envie de m'abaisser à lire ces propos dégueulasses. Alors de deux choses l'une, soit Alain Soral n'était pas au courant de ce que je raconte dans cette petite vidéo, soit, beaucoup plus grave, il fait de la désinformation. Et regardons comment la médecine psychiatrique classe et classifie la pédophilie. Depuis 1952, l'American Psychiatric Association édite régulièrement un manuel de diagnostic qui répertorie toutes les maladies mentales connues sous le nom de DSM. Ces manuels sont très intéressants parce qu'ils reflètent l'évolution des sociétés occidentales dans leur prise en compte de troubles de la personnalité ou de maladies psychiatriques. Dans le DSM-5, la pédophilie est répertoriée dans les troubles paraphilies, c'est-à-dire les comportements sexuels déviants comme le sadisme, la zoophilie ou l'exhibitionnisme. L'individu a plus de 16 ans et éprouve une attirance sexuelle envers des enfants ou des adolescents prépubères ayant généralement autour de 13 ans. C'est parfaitement le cas de Gabriel Matzneff, qui sodomise des petits garçons de 11 ans en Asie, ou se vante de ses relations sexuelles avec des petites filles et des petits garçons de 11 à 13 ans. Ce dans ses journaux, revendiqués comme autobiographiques, ainsi que le montrent ces extraits photographiés par le libre penseur. Gabriel Matzneff n'a jamais caché le caractère autobiographique et personnel de ses écrits. Ainsi, Alain Soral s'avère être exactement comme cette intelligentsia qu'il prétend combattre, comme tous ces pseudo-intello-nombrilistes vivant en circuit fermé. Quand un acte abject est commis par ceux qu'il n'aime pas, il les fustige, mais lorsque c'est perpétré par quelqu'un qu'il connaît, il le défend. Cette pédocriminalité galopante est un véritable fléau, promu par les plus hautes institutions de ce pays et de ce monde. Comment espère-t-il ensuite demeurer crédible aux yeux de tous ceux qui la combattent résolument? Car à l'écouter, il serait chef de la dissidence, comme il n'a pas manqué de nous le rappeler au décès de Tepa en novembre dernier. J'ignore à quel destin il s'attend en invoquant la Providence comme il le fait, et j'aimerais savoir en quoi il a aidé Tepa. Il me semble bien que ce dernier ne devait l'existence et la réputation de Meta TV qu'à ses propres efforts. Un homme tenant des propos aussi indignes,
capable même de se réjouir de la mort d'un enfant, ne peut avoir une influence que sur des faibles d'esprit, et ne peut en aucun cas prétendre être un guide pour les Français. Il ne fait que confirmer là, que Tepa avait de bonnes raisons de se détourner de lui. Alain Soral affirme que Tepa l'aurait trahi avec l'affaire Bellegoul et que cette dernière lui aurait nui. Je dis au contraire qu'il est celui qui a trahi Farida Bellegoul et qui a tout fait pour saboter le mouvement des JRE dont elle était l'initiatrice. Voilà une personne de la dissidence qui passait à l'action en lançant une initiative plus que louable, très dérangeante pour le système et visant à protéger nos enfants. Je n'ai jamais vu Alain Soral en faire autant. D'un côté, il met des bâtons dans les roues d'une femme qui défend l'intégrité de nos enfants et de l'autre, il prend la défense d'un prédateur qui, lui, n'a toujours souhaité qu'en abuser. Écoutez, la JRE, c'est une action qui finalement est très simple et qui doit répondre à une attaque en règle du pouvoir contre nos enfants et contre nos familles et je dirais même contre la civilisation. Il s'agit d'un projet qui aujourd'hui est mondial. Nous sommes dans une époque de décadence. Nous sommes dans une époque de dégénérescence. Aujourd'hui, on veut casser, on l'a vu. Quel enfant voudrait avoir deux papas au fond de son cœur? Quel enfant veut avoir deux mamans au fond de son âme? Ce n'est pas possible pour la bonne raison qu'il a été conçu du principe masculin dans la rencontre du principe féminin. Et même les homosexuels aujourd'hui qui veulent utiliser la science pour pouvoir attendre des enfants comme ils disent, ils seront bien obligés de passer par la rencontre du principe masculin et du principe féminin. Alors pourquoi ne pas faire gratuitement ce que la nature nous permet de faire? It makes sense to let the child transition because that's what the child needs in order to be happy and in order to be okay. It's not that they're gonna grow up and be adults and regret everything. I regret transitioning. I hate being transgender. I genuinely regret transitioning. I regret the surgery. I do regret transitioning. La situation de la nation est telle qu'il faudrait justement organiser des débats partout. Si j'ai demandé à une époque, mi-octobre dernier, à Alain Soral de débattre avec moi, c'était dans un contexte extrêmement, effectivement bouillant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il n'empêche que derrière, il y a quand même une idée qui est extrêmement importante aujourd'hui à défendre, c'est que pour rassembler aujourd'hui, il faut impérativement que le peuple sache à qui il a affaire, exactement. On ne peut pas continuer à faire des vidéos tout seul sur son canapé, les uns et les autres, à vendre ses bouquins et des conférences où il n'y a pas justement de contradiction. On est dans une situation aujourd'hui où nous devons être tous ensemble capables de se confronter les uns aux autres devant le peuple de France. Se confronter devant le peuple de France. Ce peuple a le droit de savoir qui est qui. Et on ne saura pas qui est qui et qui fait quoi si effectivement ces rencontres n'ont pas lieu en public. La division est complète dans la dissidence telle qu'on l'appelle aujourd'hui en France. Tout le monde est divisé parce que chacun s'est mis à parler sur son canapé sans contradiction. Il est extrêmement important aujourd'hui que des gens se rencontrent, que nous nous fassions face, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on ne peut pas penser que celui qui refuse ou celle qui refuse de débattre avec autrui puisse conduire la France hors de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc il est très important que nous nous rassemblions, que nous convergions, et pour y parvenir, pour sortir de la confusion qui règne actuellement à cause justement du cloisonnement dans lequel nous nous trouvons les uns et les autres, eh bien, il faut débattre les uns avec les autres et en public. Moi, j'ai toujours appelé le débat de mes voeux, je l'appelle encore, je suis toujours disposé à parler avec qui voudra parler avec moi, parmi tous les leaders de la dissidence actuelle, parmi tous les responsables associatifs, et que toutes les questions qui fâchent soient posées et qu'on trouve ensemble une solution. Voilà un discours sensé d'une personne qui m'apparaît sincère et pleine de bonne volonté, alors que la malhonnêteté d'autres se précise. Son initiative aurait dû être relayée et soutenue par tous les prétendus résistants, alors comment expliquer qu'au lieu de ça, certains aient tout fait pour nuire à cette action? Alain Soral a récemment de nouveau été invité à en débattre, Farida Bellegoul l'attend sur ce sujet, et tous ceux qui soutiennent la dissidence également, et eux seuls doivent être juges.
Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est une homosexuelle? Je répète que je n'ai rien contre les homosexuels. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Parce que visiblement, il y a des rumeurs ou des choses qui sont... Alors, soyez plus précis. Alors, sur les rumeurs, il y a des rumeurs qui circulent sur le fait comme quoi vous seriez paxé avec une femme de 80 ans. Depuis quand? Depuis, je crois que ces rumeurs ont été lancées il y a 5 ans par Alain Soral et depuis elles ont été reprises par d'autres personnes sur la toile. Alors justement, d'abord, c'est très intéressant que le nom de Soral sorte. La première chose qu'il faut que je dise concernant cette rumeur, c'est que je ne suis évidemment pas une homosexuelle. Et encore moins une homosexuelle gérontophile. J'ai répondu un jour à une journaliste de Libération que si j'avais été un tant soit peu homosexuelle, je serais ministre au gouvernement. Ce qui n'a jamais été mon cas, puisque nous savons que j'ai été révoquée après des années de combat. Donc lorsque nous sommes dans la situation dans laquelle je me trouve, je pense qu'on peut me croire lorsque je dis que j'ai jamais été homosexuelle. Il y a aujourd'hui une information concernant un pax entre Farida Belgoul et une vieille personne. D'où ça sort? Eh bien, ça sort des réseaux soraliens et d'Alain Soral lui-même, qui depuis octobre 2014 a décidé, pour détruire le mouvement JRE qu'il avait soi-disant initialement soutenu, mais qu'il n'avait pas pu dominer, ni dompter, ni commander, ni exploiter comme il l'aurait voulu, a décidé à un moment donné de détruire le mouvement JRE et de détruire l'organisation qui était issue du mouvement JRE qui s'appelait la FAPEC, la Fédération Autonome des Parents Engagés et Courageux. Nous avons subi, Roman Rodriguez, le père Horowitz et moi-même, une série de calomnies dans une vidéo que Monsieur Soral a lui-même publiée de manière clandestine, en faisant toujours agir des intermédiaires, à partir du moment où Tepa m'avait donné la parole sur Meta TV afin de m'expliquer sur ce qu'il était en train de se passer, justement dans l'ombre, entre Alain Soral et le mouvement JRE. Si aujourd'hui, depuis quelques heures, depuis quelques jours, cette information revient, c'est que tout simplement Alain Soral en remet une couche et moi je vais remettre exactement la même couche qu'il y a 5 ans. Lorsque monsieur Alain Soral a fait savoir par ses réseaux interposés qu'il y aurait un pax entre Farida Belgoul et une dame, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, tu viens le dire devant moi et on en discute dans un débat public, non seulement de ce point-là, mais aussi de tout ce qui a fait sa tentative de putsch et de destruction du mouvement JRE. Il n'est pas venu. Il en a voulu à Tepa, qui m'avait donné la parole et qui m'avait permis de lancer sur son antenne ce défi à Alain Soral, c'est-à-dire cette provocation en duel. Provocation en duel, je vais vous donner une petite information qui est un scoop et je jure sur le Coran et je jure sur la tombe de mon père que ce que je vais vous dire est vrai. Cette provocation en duel n'était pas une idée de moi, mais de Dieudonné lui-même, auquel j'avais donné rendez-vous au théâtre de la Main d'Or en présence de 2 personnes qui pourront en témoigner le moment venu. Et c'est Dieudonné qui m'avait dit « provoque-le en duel ». En 5 ans, je ne l'ai jamais dit, j'ai jamais balancé Dieudonné. Ce soir, je le fais parce que Dieudonné est lui-même un personnage trouble. Et là aussi, je pense qu'il faudrait des débats publics de confrontation, des débats publics de confrontation entre ces 2 personnages et ceux qui sont véritablement des combattants, ceux qui sont véritablement des combattants de la dissidence française, de la résistance et de ceux qui payent réellement de leur personne, de leur argent, sans rien gagner en échange, Parce que Alain Soral, il nous fait rire sur le fait que monsieur serait effectivement harcelé par le pouvoir, mais il en vit, il gagne de l'argent sur ce combat qu'il mène. Moi, j'ai jamais gagné d'argent là-dessus et je ne suis pas la seule à ne pas m'enrichir sur les combats que je mène. Lui et Dieudonné, en revanche, sont extraordinairement enrichis par leurs entreprises qu'ils ont bien suggérées sur le dos de dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes qui ont bien voulu croire en leur sincérité et en la vérité de leur engagement.
Donc, sur cette rumeur de Pax, moi je vous dis une chose, je le répète, comme du vivant de Tepa, paix à son âme, que Alain Soral vienne le dire en face de moi en débat public. Parce que, une fois de plus, j'ai cru comprendre qu'il refaisait circuler sur son site par un certain nombre d'intermédiaires dont il a le secret pour le faire, comment dirais-je, contre les enclencher. Moi, je suis prête à parler de tout. La seule chose que je dois aujourd'hui à ceux qui m'entendent, c'est de leur dire que je ne suis pas lesbienne. Voilà, ça il faut qu'ils le sachent parce que nous sommes dans une époque d'imposture généralisée et que tous ceux qui viennent à un moment donné nous parler, nous entraîner, nous encourager, effectivement, se révèlent être des imposteurs. Je m'en remets, si vous voulez, à mes 42 années de traçabilité. Je n'ai pas existé à partir de de mes contacts avec monsieur Alain Soral. Moi, j'existe depuis 1984 sur l'espace public et à aucun moment on m'a vu vendre ma chemise ni le reste en échange d'une position dans le monde. J'ai préféré, y compris l'anonymat et l'humilité, plutôt que de vendre ce pourquoi il m'a paru important de me battre, et en l'occurrence la jeunesse, l'intégrité de la jeunesse. Je ne peux pas d'un côté dire ce que je dis et de l'autre côté être lesbienne. Si j'étais lesbienne, je serais avec le lobby LGBT, je serais probablement l'une des dirigeantes du lobby LGBT et je gagnerais bien ma vie. Aujourd'hui, je suis au chômage pour avoir été licenciée par mon ministère de tutelle pour avoir défendu des enfants de cet enseignement mortifère qui est l'éducation sexuelle d'une part, la théorie du genre de l'autre. Donc, Soral, il veut parler du Pax de Farida Belgoul, qu'il vienne en face de Farida Belgoul. J'appelle Alain Soral à accepter ce débat avec Farida Belgoul de façon à ce qu'on crève l'abcès en public à la loyale, puisqu'il se prétend être un chevalier, un homme d'honneur. Il ne va pas craindre la confrontation avec une pauvre petite femme comme moi. Il me paraît important de ramener les monteurs à leur porte. Il faut absolument que ceux qui font circuler des choses le fassent à visage découvert et en face de leurs victimes, en l'occurrence moi là. Ou alors, c'est que nous sommes de toute façon dans la même situation qu'avec l'oligarchie aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des accusations qui ne rencontrent jamais la moindre possibilité d'avoir un droit de réponse. Avec Soral, il n'y a jamais de possibilité de jouir d'un droit de réponse. Eh bien, moi je le réclame une fois de plus, ce soir, sur votre chaîne, qu'Alain Soral, il ait le courage de venir se présenter pour nous, et puis on va discuter de tout, du Pax et du reste. Je vous remercie pour votre réponse. C'est noté. On fera de notre mieux pour l'inviter. Nous avons compris que vous n'étiez pas une lesbienne. C'était la question à la base que nous posions, compte tenu des dérives sociétales dans lesquelles nous trouvons. Je répète une fois de plus que je ne suis pas quelqu'un qui a une rengaine spécialement contre les personnes qui ont ce que moi je considère comme des déviances sexuelles. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Soyons bien clairs. Ce n'est pas parce que quelqu'un a cette tendance lesbienne ou homosexuelle que ce sera mon ennemi. Je voulais préciser ça. Je vous remercie pour votre réponse assez claire et on fera de notre mieux pour que M. Soral puisse avoir votre réponse et puisse réagir en conséquence, ce que nous espérons. Merci beaucoup pour la question, pour la réponse. J'espère, c'est pas qu'il y ait une réponse ultérieure derrière moi. Ce que j'espère, c'est que nous nous retrouvions l'un en face de l'autre avec des arbitres. Moi, je peux même accepter ces arbitres à lui. Il n'y a absolument aucun problème. Je suis claire et nette sur mes positions. Soral, si tu es un homme, comme je l'ai dit en 2014, tu te présentes devant moi et on débat. Ah. Ce petit coq vous rappelle l'histoire. Ça se passe dans la basse-cour où il y a un combat de coq qui est organisé. Alors on a deux coqs, donc un jeune coq plutôt arrogant et un vieux coq beaucoup plus agressif. Et le combat commence. Et les deux coqs se battent, ils se déchirent, ils se griffent. Le jeune coq pisse le sang, le vieux coq se baisse à la patte. Et entre les deux, il y a un petit coq, un tout petit coq, tout freluqué, tout tremblotant. Mais grassouillé quand même, hein. Un bon petit coq qui s'est bien nourri de l'antisémitisme. D'ailleurs, ça fait partie de ses nourrisseurs, bref. Et ce petit coq, il est parti se casser. Il est parti comme ça. Et donc il est marqué dans le Talmud qu'à la fin des temps dissidentiels, par la chevelure de Fatiga, ce petit coq sera obligé de rentrer en guerre. Il sera obligé.
Combien d'entre vous, comme Farida Belboul, pensent que Dieudonné est un personnage trouble? Pour ma part, j'ai cessé de croire en la sincérité de son combat en 2015 lorsqu'il s'est attaqué à une petite fille handicapée de 6 ans. Je découvrais alors la face obscure et cruelle de l'artiste, déversant sous couvert d'humour, un torrent de haine sur cette petite, et ses parents. Je ne vous mets pas ce flot d'insanité en entier, mais cela démontre ce dont il est capable lorsque l'on s'oppose à ses ambitions personnelles. Tout cela faisait suite aux révélations de Laurent Louis sur la non-assurance. Dieudonné évitait par ce biais de répondre sur le fond. Tout ça mis ensemble
je me suis dit, je ne peux pas continuer dans cette voie-là parce que je me trahis. Je me trahis moi-même, je trahis les gens qui me suivent. Et donc c'est là que j'ai demandé d'avoir une communication très claire vers l'extérieur à Dieudonné pour qu'on puisse informer les gens. Je n'étais plus le responsable de l'année assurance parce que je ne cautionne pas la voie qui est suivie actuellement. Elle n'est jamais venue, cette communication conjointe, donc finalement j'ai décidé de communiquer tout seul comme un grand parce que voilà, on peut pas faire croire aux gens des choses qui n'existent pas. Et on peut faire son maximum pour essayer de faire aboutir un projet. On peut se battre en interne pour essayer de faire changer certaines mentalités. On peut aller jusqu'à un certain point. Mais quand on voit que quoi qu'on fasse, rien n'est possible, eh bien, il faut prendre alors ses responsabilités et quitter le projet. C'est ce que j'ai fait. Je suis content de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, on a oublié la promesse d'offrir 1 million d'euros à la Palestine. On a oublié que la assurance ne devait pas offrir de salaire à Dieudonné. On a oublié que la assurance devait soutenir des mouvements comme Debout les Belges, que la assurance aurait dû, selon moi, soutenir des personnes qui, comme MetaTV par exemple, travaillent, font du bénévolat pour informer la population. C'était ma logique. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont de vrais combattants, de vrais résistants, qui sont dans la difficulté parce que leur choix de vie, le combat qu'ils ont décidé de mener, les met dans une situation où ils sont, entre guillemets, exclus un peu de la société, qu'ils sont aussi des cibles du système. Et je vais dire ce qu'il en est. Moi, c'est très difficile aujourd'hui, simplement parce que il y a tellement de choses qui ont été dites sur moi que plus personne ne veut prendre le risque de travailler avec moi. Il y a tellement de pression, tellement de menaces. Donc, je crois que quand on a la possibilité de dégager des bénéfices, comme c'est le cas de Dieudonné, eh bien, je crois qu'avant de penser à s'offrir du luxe, eh bien, on doit venir en aide aux autres et faire en sorte d'être le plus nombreux possible pour pouvoir mener le combat. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que Dieudonné et son entourage veut écraser toute la dissidence, entre guillemets, qui pour moi n'existe plus, elle est morte depuis quelques mois. Ils veulent tout écraser pour finalement qu'il ne reste plus qu'eux. Alors quel lien entre l'ananassurance et Gaza? Vous allez dire, ouais, Dieudonné, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, attention. L'objet d'une assurance, c'est quoi déjà? Parce que je entends des gens un peu bavards, c'est quoi? C'est de garantir les sinistres. Et il me semble que le plus gros sinistre moderne, c'est ce qui se passe sur la bande de Gaza. Et oui. Et donc il y a une solidarité. Et moi je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut effectivement se mobiliser. Si on se rassemble, normalement autour de l'ananassurance, nous serons rapidement, je pense, en mesure d'apporter des solutions concrètes. Dans 1 an, je pense qu'on sera en mesure d'apporter à peu près 1 million d'euros à Gaza, mais sûr et certain. Je fais ça pas pour l'argent, je fais ça pour leur foutre directement dans le fion, quoi. L'ananassurance, première étape, bon ça cartonne. Pour l'ananassurance, pareil. C'est une très grosse machine qui s'est mise en route. Je suis très fier de la réussite de ce projet. Et nous avons sous-évalué évidemment votre intérêt pour cette révolution. Jusqu'à présent, ils étaient 3 pour gérer des dizaines de milliers de dossiers. Vous imaginez bien que c'est strictement impossible. Si on laissait les choses comme ça, vous auriez eu une réponse dans 20 ans, quoi. Donc là, à partir du 1er mars, ils seront 50. Ah mais c'est absolument incroyable ce qui se passe avec l'ananassurance. Ananassurance, bon, allez-y, balancez vos contrats. Hein, vous allez sur le site Ananassurance, c'est bon. Alors ça va prendre un certain temps avant d'avoir des réponses parce que vous êtes plusieurs dizaines de milliers maintenant. Comme je m'y étais engagé, Christophe, parce que ça fait un bout de temps et je suis content de pouvoir te remettre ce chèque au nom des ananassurés.
Hein, ce chèque que tu vas transmettre donc à qui de droit, puisque tu es le mieux placé pour pouvoir être actif et être efficace. Alors ce chèque, je vais donc faire un chèque de, tenez-vous bien, de 1 million. 1 million de francs CFA, hein, parce que je suis donc, comme tu le sais, maintenant installé au Cameroun, et je vais donc te faire ce chèque de 1 million de francs CFA, pardon, CFA. Dans un an, je pense qu'on sera en mesure d'apporter à peu près 1 million d'euros à Gaza, mais sûr et certain. Milliard. Mais de francs CFA ou de... Non, milliard. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis. Bonne année, oui, c'est fait. Hein, la Terre a accompli une révolution complète autour du Soleil, et nous voilà en 2020. Voilà, l'occasion pour nous, hein, c'est l'usage de prendre de bonnes résolutions. À quoi bon se fixer des objectifs de grands changements alors que notre condition d'esclave, hein, eh bien, nous contraint à cette situation, hein, de citoyens esclaves, privés de tout contrôle de sa propre destinée. Regardons-nous une minute en face, mes amis. Nous ne sommes que des marionnettes serviles, des Pinocchio pantouflards du temple des marchands. Pas d'année, ferme-la. 2020, n'en doutons pas, ne sera certainement pas une bonne année en plus de ça, hein, pour tout le monde. Hein. Au mieux une année de merde, au pire, ce sera la guerre. Ah, Dieudo, je te trouve bien pessimiste en ce jour de gloire, en ce jour de joie, en ce jour d'allégresse. Pessimiste, pas vraiment, en plus de ça. Je crois, moi, en la victoire. Je crois en une émancipation des peuples, hein, en notre libération. Mais je m'inquiète. Je m'inquiète. Hein. C'est vrai que lorsque je vous entends, hein, lorsque je nous entends dire bonne année, comme des zombies lobotomisés, je me dis le changement n'est peut-être pas pour demain. Bref, vous l'aurez compris, j'ai plutôt envie de vous souhaiter une putain d'année, en serrant un peu les dents. Une année à tout faire péter. L'année d'après les Gilets jaunes, les amis, attention. Donc normalement c'est une année de reconquête de nos libertés perdues, hein, une année de basculement des croyances. 2020, année du Sestrel. Oui, j'y crois, moi, au Sestrel. Nos élites sont des apprentis sorciers qui ont créé Internet. Hein, il y a 25 ans, 30 ans, ils l'ont rendu accessible à tous pour nous contrôler, bien sûr. Et puis l'outil s'est retourné contre eux avec l'avènement, récemment, enfin d'une dizaine d'années, du Bitcoin et de la blockchain. En 2020, donc, il va être urgent de retirer votre épargne des banques. On vous le dit, mais ça se confirme. Et de transférer tout cela dans le nouvel écosystème, hein, celui des blockchains, hein, des cryptos. Hein, vous pouvez aller sur le Bitcoin, il faut en mettre un peu partout, et Bitcoin, Ethereum, et puis Sestrel, surtout sur le Sestrel. Ah, c'est sûr qu'il ne l'avait pas vu venir, le Sestrel. Allez faire un tour sur le site Sestrel, vous allez voir, lisez le livre jaune. Très inspirant. J'en parle avec d'autant plus d'enthousiasme que je n'ai aucun intérêt direct. Je travaille pour les générations futures. Vraiment, en les rendant esclaves d'une nouvelle monnaie virtuelle qui sera le contrôle absolu des banques sur l'humanité. Après le Zincoin, il entraîne son monde dans le Sestrel. Il faut savoir que toutes les banques ont un département Bitcoin. Alors de quel projet d'émancipation nous parle Dieudonné? De plus, comment compter sur une monnaie qui repose sur l'usage de l'énergie et l'usage des réseaux et qui ne fonctionne plus si le courant est coupé? Tout ceci fait partie du plan de suppression de l'argent liquide, lequel entraînera la suppression de vos dernières libertés. C'est un nouveau poison à rat qui piégera encore les gens à cause de leur cupidité. Coluche donnait aux pauvres mais Dieudonné leur prend tout ce qu'il peut sans le moindre scrupule. L'affaire Anen Assurance a définitivement fait la lumière sur la DC Business, en vogue sur Internet.
Cette soi-disant résistance à l'Empire n'est qu'une course à l'enrichissement personnel, loin de l'intérêt collectif. Alain Soral et Dieudonné ne dirigent pas une dissidence mais un commerce sur la misère humaine. Ils se permettent de donner des leçons qu'ils n'appliquent pas à eux-mêmes. Ils se sont fâchés ou ont repoussé un grand nombre de gens intéressants pour la dissidence. Ne sont en contact avec personne des autres dissidences mondiales. Que font-ils donc alors si ce n'est du remplissage de coffres, avec toute la manipulation qui l'accompagne, du même ordre que ce qui existe depuis toujours au sein de tous les partis politiques. C'est exactement de cette même manière que le FN, cher à Alain Soral et que ce dernier nous fait passer pour une alternative anti-système, a engrangé des millions au fil des années. Vous le savez maintenant, je ne serai pas tête de liste Front National pour l'Île-de-France aux européennes. C'est dommage, compte tenu de la crise, de la politique étrangère et des adversaires en présence, il y avait un beau coup à jouer. Pour ceux qui s'étonnent que je ne figure même pas sur la liste, voilà les faits. J'avais accepté, à la demande expresse de Jean-Marie Le Pen, afin de ne pas trop faire de vagues en interne, la deuxième place derrière Madame Arnautu. La place non éligible, histoire qu'on ne puisse pas dire que j'étais venu au Front National pour la gamelle. Me taper le boulot et ne pas être élu, tel était le deal, à condition que je puisse mener la campagne et insuffler la ligne, gauche du travail, droite des valeurs, que je développe depuis 2 ans à égalité et réconciliation, et que je crois d'avenir pour le mouvement national. Que pouvais-je proposer et accepter de plus? Mais cette proposition, cet accord passé avec le président, s'est au dernier moment transformé en une place de faire-valoir et de caution de gauche, avec promesse, pour que je reste encore et fasse vitrine, d'un bon petit poste de conseiller régional l'année prochaine. Cette proposition, j'ai dû la refuser. Pas par orgueil ou par dépit, mais pour des raisons de sérieux politique. Je n'ai rien à faire sur la liste Dubois, qui est sur une ligne diamétralement opposée à la mienne, libérale, atlantiste et sioniste. Mais il serait trop facile d'incriminer M. Dubois. M. Dubois n'y est pour rien. La question à poser pour trouver le ou la responsable de cette gabegie, c'est pourquoi l'accord que j'avais avec le président, et qui était le plus conforme aux intérêts et aux idées qui sont censées être celles du mouvement national, a finalement capoté. Comme chaque fois que quelque chose se passe mal au front depuis 2 ans, chaque fois qu'un conflit affaiblit, qu'un départ contribue un peu plus à détruire ce mouvement d'opposition, la réponse malheureusement c'est Marine. Alain Soral. Il faut rappeler pour ceux qui avaient loupé les derniers épisodes qu'Alain Soral avait rejoint le Front National pendant la campagne présidentielle et qui vient de quitter le Front National. Alain Soral. Oui, j'ai quitté le Front National, mais c'est absolument pas pour m'opposer à lui. Je dis et je le répète haut et fort que le Front National est le meilleur mouvement d'opposition politique en France et que j'irai voter dans le sud-ouest aux européennes pour le Front National. Je vais simplement rappeler un extrait de votre lettre ouverte que vous avez donc écrit il y a peu de temps, et puis ensuite vous poserez une question directement à Marine Le Pen. Voilà ce que vous écriviez: pour mettre le front en ordre de bataille afin d'aller collaborer à la réélection de Nicolas Sarkozy, la bande à Marine doit impérativement liquider ce qui faisait le front de papa, virer tous les opposants authentiques du système, qu'ils proviennent de la vieille droite des valeurs ou de la vraie gauche sociale, qui est votre cas, Alain Soral, c'est ça? Oui, mais ça c'est des... Quand je suis à l'intérieur du Front National, je m'engueule avec Marine Le Pen. À l'extérieur, face à vous et face à vos méthodes, je la soutiens inconditionnellement. J'estime qu'elle fait un très bon travail. Et ce qu'elle vient de dire tout à l'heure sur le plan économique, social, sur la confusion entre lutte contre l'immigration et racisme, qui est très pervers, je suis 100% d'accord avec ce que je viens d'entendre et ce qu'elle vient de dire, et c'est totalement ma ligne. D'accord, mais Alain Soral, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas candidat aux européennes finalement, parce que vous êtes d'accord sur plein de choses? Et ça, c'est des problèmes de pesanteur d'appareil. Je pense effectivement que j'aurais été un meilleur opposant à M. Besancenot, notamment en Ile-de-France, que celui qui a été choisi. J'ai quitté le Front National pour pouvoir continuer à me battre pour des idées qui sont par ailleurs exactement celles que vient de défendre Marine Le Pen à l'antenne, et je la soutiens inconditionnellement dans ce combat. D'accord, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas candidat aux européennes? C'est pas lui qui décide, le pauvre. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on l'a écarté? Ça, il y a une commission. Parce que vous êtes tous raccords. Oui, mais écoutez, il y a une commission d'investiture. On peut pas mettre plusieurs pieds dans la même chaussure. Donc dans cette commission d'investiture, il y a un certain nombre de gens qui ont défendu la candidature d'Alain Soral pour la deuxième place. Il y en a d'autres qui ont soutenu un autre choix. Mais en l'occurrence, ça n'est pas de la faute d'Alain. Tout ça ne sont que des détails par rapport aux menaces qui pèsent sur la France. Et moi, je me suis retiré du front, c'est absolument pas pour lui nuire, mais parce que je ne pouvais pas lui servir à grand chose de l'intérieur. Et là, je le dis à Marine, 1, je lui souhaite bonne chance dans ce combat pour les européennes. 2, je trouve que ce qu'elle vient de dire est exactement ce qu'il faut dire. Vous êtes en train de vous réconcilier, Alain Soral, vous regrettez vos propos alors? Absolument pas. Vous dites deux choses différentes. Je suis à droite des valeurs, c'est-à-dire que je m'engueule avec Marine au front. Non, c'est une lettre ouverte. 100% solidaire. Alain Soral, non, c'est une lettre ouverte. Une lettre ouverte, par définition, c'est pour justement que ça soit lu publiquement et à l'extérieur du Front National. Et là, tout d'un coup, vous changez un peu. Là, vous êtes non, pas du tout, pas du tout. J'ai rejoint le Front National pour entendre les idées que Marine Le Pen vient
de proférer sur l'économie, la manipulation de l'immigration, où on fait croire qu'on parle de racisme alors qu'on parle en réalité de dumping social. Et j'avais rejoint le front pour entendre exactement et que ce soit plus souvent dit exactement ce que vient de dire Marine. Le reste, c'est des histoires de cuisine interne, d'engueulade. Mais ne comptez pas sur moi pour devenir un opposant du front. Ah non, mais c'est pas ça. Que je n'ai pas il peut y avoir deux lignes. Dans les partis, dans les partis démocratiques, il y a plusieurs lignes. On peut avoir des divergences. Je suis un peu plus à gauche que Marine sur des questions, peut-être effectivement par rapport aux Français musulmans, etc. Mais moi, je suis parti du front pour des raisons, je dirais, parce que je mettais la morale avant la politique. Mais je pense que sur le plan politique, les arguments de Marine étaient les bons et qu'à la limite, elle est plus politique que moi. Oui. Donc de toute façon, je dirais en gros, par rapport aux échéances européennes et aux échéances du front, c'est elle qui a raison. Vous voyez, moi je sais pourquoi je suis parti, Alain... je sais aussi, ne comptez pas sur moi pour opposer à Marine dans les médias. Alain Soral sert-il la France ou le FN? Il faudrait qu'il le précise car ce n'est pas la même chose. J'ai déjà dit en préambule de cette vidéo que tous les partis politiques, tous sans exception, sont des escroqueries, et raconter aux Français que des héritières comme Marine ou Marion, qui n'ont jamais travaillé, serait le meilleur pour représenter le peuple français m'apparaît pour le moins osé. La Première Guerre mondiale a servi à virer toutes les indépendances pour faire des républiques, qui permettaient donc que ce soit la franc-maçonnerie qui prenne le contrôle du pays. La République permettait de garantir la corruption, et la corruption permettait de sélectionner les gens pour mettre en place ceux qui sont les plus corrompus. Toute la franc-maçonnerie travaille à sélectionner les pièces. Ce n'est pas un phénomène français, contrairement à ce qu'on veut faire croire aux gens. C'est un phénomène absolument mondial. Et si on veut maintenant être sûr qu'il y a vraiment un chapeautage mondial qui décide de tout, eh bien il suffit de comparer les pays. Pourquoi les gens ne le font pas? Pourquoi les Français restent à penser qu'un de leurs politiciens peut changer les choses ou quoi? C'est complètement idiot. Regardez les programmes. Voilà la grosse légende urbaine qui fait que nous sommes tous dans la merde. Tous sur le plan terrien, hein, voilà. Tous, international. Voilà, c'est ça le plan. C'est le plan du nouvel ordre mondial. Et si vous voulez savoir qui est derrière le nouvel ordre mondial, c'est l'ONU. Vous le saviez pas? Oh, pourtant, depuis 1992, hein, il en a fait signer du monde, hein, au nom de l'écologie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on s'en éloigne de l'écologie. Bon, alors, croyez-moi, ils sont au cordeau sur le plan. Oui, sauf que le plan, il est en novlangue. PSE, le fameux plan de sauvegarde de l'emploi. La violence a été utilisée de manière illégitime ou de manière disproportionnée. Alternative facts to that. Il y a deux volets dans cette entreprise. Le premier concerne le langage courant. Il est extrêmement appauvri, il n'y a plus de distinction entre les mots et les verbes. On déshabille les mots de toutes les significations secondaires. C'est presque un monosyllabe, un objet. Et puis un deuxième volet qui est encore plus intéressant. L'invention d'un certain nombre de mots que Orwell appelle des blanket words, des mots couvertures. Ce sont des mots très généraux comme par exemple crime think, pensée criminelle, ou old think, vieille pensée, qui vont recouvrir tout un ensemble de concepts anciens, de manière à pouvoir les étouffer et les remplacer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas de la censure. La censure, ça consiste simplement à interdire à quelqu'un de prononcer un mot. Le but, là, c'est de vous enlever cette pensée de la tête.
en politique, on voit très bien à quoi ça s'applique. C'est les phrases toutes faites. Un journaliste vous pose une question et puis vous avez un discours tout fait. Vous avez des éléments de langage, comme on dit aujourd'hui, voilà, tout fait, qui vont constituer un acte de communication, mais sûrement pas un acte de pensée. Les jargons, les phrases toutes faites, les métaphores toutes faites, tout ce vocabulaire-là est un vocabulaire qui en fait empêche de penser. C'est un vocabulaire automatique. Pensez à ce que vous dites, essayez de ne dire que des choses que vous pensez et qui ont du sens. Défiez-vous farouchement de toutes les mécaniques de langage dans lesquelles c'est la langue qui pense à votre place, c'est-à-dire finalement ce sont d'autres que vous qui pensent à votre place. Et si vous faites ce travail sur vous-même, ça ne changera pas la société du jour au lendemain, mais c'est une condition pour la démocratie et pour une société humaine. Mes chéris. Wouhou. Oui, alors quand on vous dit qu'on fait de l'écologie, en fait on fait le contraire. Quand on vous dit qu'on lutte contre la pauvreté, non, on efface la pauvreté. Quand on vous dit qu'on lutte contre la faim, on efface la faim. On lutte pas. Si tu tues les gens qui crèvent de faim, il n'y a plus de faim. Bah oui, il n'y a plus de gens qui crèvent de faim, donc il n'y a plus la faim dans le monde. Eh ben c'est l'objectif. Tu vois ? Voilà, ils font le ménage par le vide. Alors, ce qui m'étonne, monsieur Asselineau, c'est à toi que je cause, c'est que tu nous l'es pas encore sorti, parce que tu nous as sorti les gopés. Je te remercie, hein. C'est un bon petit réveil, les gopés. Oui, mais les gopés, c'est nous que ça regarde. Ok. Si tu pouvais expliquer d'où sortent les gopés, monsieur François. Hein? Oui, parce qu'avec ton intelligence à toi, je suis sûre que ça va devenir beaucoup plus clair pour la majeure partie des gens. Hein? Alors, si tu pouvais te pencher sur la question, hein, puis traduire ça en langue française pour nos concitoyens, je t'en remercie d'avance. Voilà, parce que toi, ils t'écoutent, t'as une grosse chaîne, t'as du monde, et à mon avis, ça va décaper du monde. Et ils vont plus descendre uniquement pour la retraite, là, tu comprends? Quand ils vont savoir ce qu'il y a là-dedans, hein, tout le tas de merde qu'il y a là-dedans, peu cher. Hein, François? Oui, je sais, tu leur fais un résumé avec les gopés, mais ils arrivent déjà pas à lire les petits papiers des gopés, tu imagines les 300 pages? Alors, bon, pour ceux qui comprendraient pas, hein, Earth Summit, alors, Agenda 21, bien sûr, The United Nations Programme of Action from Rio. Bah voilà. Et c'est pour ça qu'on est tous dans le caca, mes chéris. Toutes les lois qu'on vous vote là, elles sont votées sur la totalité de la surface de la Terre. Ouh, vous vous en rendez pas compte? Bah forcément. Parce que le projet, c'est pas de les faire tous ensemble en même temps dans tous les pays. Mais non, c'est chacun pour sa gueule. Chacun, il fait son petit ménage, il installe ses petites affaires, et en 2030, en principe, le nouvel ordre mondial prendra le relais parce que finalement, on sera tous au même point. Alors si tu penses réellement que ceci est une légende urbaine, je te conseille soit de l'acheter, il est vendu sur Amazon, alors en anglais. Sinon, pour ceux qui n'ont pas de sous, c'est pas que j'avais beaucoup des sous, mais c'est que j'ai voulu voir de moi-même, puis j'ai voulu vous montrer la chose. Hein. Tu vois, elle existe bien. Physiquement, elle est là. Hein. Alors, par contre, il y a plein d'émissions, hein, aux États-Unis surtout, qui vous expliquent que c'est une belle saloperie. Je vous conseille d'aller les écouter. Sinon, hein, oui, maintenant vous savez que ça s'appelle Agenda 21. Vous allez taper Agenda 21. Vous allez avoir plein de gens qui vont expliquer que cette affaire, c'est une grosse merde. C'est un programme qui a été mis en place simultanément en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Australie, au Canada, et je ne vais pas vous donner toute la liste, mais dans tous les pays contrôlés par le Club Bilderberg. On résume le Club Bilderberg puisque c'est la partie la plus visible de cette secte qui veut établir un pouvoir mondial. C'est un programme qui touche tous les domaines, qui touche la manipulation mentale, qui touche les micro-ondes, qui touche absolument tout, et dans lequel on est maintenant immergé complètement. Ils ont mis en place dans chaque pays leurs hommes, ceux qui vont réellement complètement appliquer le programme, qui n'ont aucun scrupule vis-à-vis leur peuple, etc. Donc ils ont la franc-maçonnerie qui les sert partout, et puis ils n'hésitent pas à déplacer des gens. Et ils ont ramené par exemple un Sarkozy en France pour ça, pour qu'il mette la France sous l'OTAN. Parce que la France était le seul pays dans lequel les chemtrails ne pouvaient pas passer. Ce programme était en place déjà dans les autres pays, mais pas en France, parce que la France étant indépendante de l'OTAN, les avions américains ne pouvaient pas survoler le ciel de France pour répandre les produits chimiques sur les populations. Donc première chose que Sarkozy a fait, ça a été de mettre en place
la France dans l'OTAN de façon à permettre que... Et maintenant, tous les jours, les gens peuvent regarder le ciel et ils verront les avions passer et prendre leurs produits sur les populations, et sur les terres, et sur l'eau, ce qui fait qu'on le consomme, et ce qui fait que tout le monde est imprégné d'aluminium, de barium, des phtalates et de toutes les cochonneries qu'il y a là-dedans. Ils ont tous les pouvoirs. Les peuples leur appartiennent. Pourquoi? Parce que les gouvernements sont complices d'eux. Et donc, ce schéma de fonctionnement s'est étendu à tous les domaines, mais essentiellement orienté sur les domaines qui les intéressent le plus. Or, qu'est-ce qu'ils contrôlent? Ils contrôlent la banque. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la banque? Ils ont fait un accord avec les politiciens pour créer une dette fictive. Les politiciens de chaque pays ont accepté, ont signé, et chaque politicien qui est nommé après l'autre, au lieu de dire non, la France doit rien du tout, donc on ne paye pas, non, ils continuent à maintenir la dette. Chaque président, pourquoi? Parce que chaque président touche une commission sur la dette qu'il reconnaît. Et il touche des commissions, mais tellement gigantesques qu'on est en train de parler de sommes absolument astronomiques. Et donc un mec qui est président 5 ans en France, pendant 10 générations, il n'y a plus besoin de... Personne dans sa famille n'aura jamais à travailler. Ils seront tous politiciens. Ils n'auront jamais à travailler. Et ils vivront toujours dans le plus grand luxe. Et donc, tous sont séduits par ça. Et en même temps, tenus par la corruption, parce que si on les a amenés là, c'est que ce sont des crapules épouvantables, capables de tout, etc. Et qu'il y a toujours ce double aspect. Soit on peut les menacer, soit on peut les acheter. Et quel est le politicien qui n'est pas dans un cas ou dans l'autre? Eh ben, les rares qu'il y a eu, ils ont été assassinés. Quel que soit le politicien pour lequel vous votez, qui que ce soit, ça ne changera strictement rien. Il suivra le programme mondial. Et ce programme mondial, décidé ailleurs qu'en France, il reçoit les instructions au même type que l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. En fait, tous les pays reçoivent les mêmes instructions. Les gouvernements sont chargés de les appliquer et les appliquent. En matière de santé et alimentation, vous avez une loi absolument terrible, monstrueuse, qui a été votée, qui s'appelle le Codex Alimentarius, qui autorise les grandes surfaces, qui autorise l'irradiation au cobalt ou au césium des aliments. C'est-à-dire de détruire toutes les vitamines, les sels minéraux, qu'il n'y ait plus rien. Ça, c'est la loi du Codex Alimentarius. Quand cette loi a voulu se mettre en place, immédiatement, de nombreux scientifiques ont posé des plaintes pour crimes contre l'humanité, parce que cette loi est un véritable crime contre l'humanité, car quand toutes les populations, on voit leur système immunitaire qui n'est plus maintenu par les vitamines et l'apport vitaminique de la nourriture, ce sont des populations forcément qui attrapent des maladies en quantité et qui sont tout le temps malades et qui ont toujours quelque chose. Qu'ont fait les députés? Ils ont tous voté le Codex Alimentarius, parce qu'ils touchent. Les mêmes gens aujourd'hui se présentent à vos élections. Les mêmes gens qui ont voté les privilèges exceptionnels de la caste politicienne, parce qu'ils s'estiment d'une classe au-dessus du peuple, et donc ils ont fait des lois spéciales pour eux. La loi est la même pour tous. Mais les politiciens rédigent une constitution en disant c'est la même pour tous, eux, le peuple, mais pour nous, politiciens, il n'y a plus de trahison, il n'y a plus... Non, s'il y a trahison, on peut être jugé que par mes collègues. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent se juger qu'entre eux. Comme ils sont tous complices, c'est évident qu'ils ne risquent pas grand-chose. Ils s'ajoutent des lois sur lois. Les lois pour s'augmenter quand c'est la crise, eux, ils s'augmentent. Les lois pour s'amnistier quand ils risquent tous de passer en justice, alors ils s'amnistient tous. Les lois pour s'offrir des retraites, s'offrir des droits au chômage, s'offrir des... Si je ne suis pas réélu, je veux toucher la même chose. Voilà, c'est la classe supérieure. Ils s'estiment un autre monde, autre chose que ce petit peuple qui est là juste pour nous nourrir. Parce que eux ont toutes ces informations, évidemment. Comment pourraient-ils être là où ils sont sans savoir tout cela? Comment pourraient-ils accepter les ordres qu'on leur donne et ils savent bien d'où ils viennent? Que servent Alain Soral et Dieudonné? Je leur pose la question. Je ne les vois en tout cas pas être les pourfendeurs du nouvel ordre mondial qu'ils prétendent être. Je ne vois aucune action concrète de leur part depuis toutes ces années pour venir à bout de ce système. Il n'y a rien dans le livre Comprendre l'Empire, lequel était vendu à la Fnac en 2011 qui n'avait pas été dit déjà 70 ans avant. En revanche, je vois chez Éric Fiorile un homme désireux d'agir depuis longtemps et qui se met au service d'une cause commune, laquelle inclut le monde entier. Dans sa vidéo du 25 décembre, il a eu certains mots qui auraient dû résonner bien plus fort sur la planète dissidence. Tous les peuples doivent avoir un recours, doivent avoir un droit
de protéger leur patrimoine culturel, leur langue, leur existence, leur territoire. Ils doivent avoir ce droit. Et donc, pour qu'ils aient ce droit, il faut une Cour internationale des peuples. Et c'est donc à partir de cette Cour première que la France va faire, qu'elle va transmettre au reste du monde et retrouver son rôle de pays éthique, de pays humaniste, de pays qui invite à la paix et non à la guerre. C'est en reprenant ce rôle que la France va à nouveau rayonner comme ce pays des libertés qui ont fait sa réputation à l'époque, le pays des droits, du juste droit. Et donc, ça commence par la création de cette Cour suprême. Alors, on a déterminé tous les schémas, et puis maintenant, on a mis en place, à la suite de cette vidéo, vous allez trouver les éléments qui vous permettent d'y participer. Et encore une fois, c'est comme à chaque fois tout ce qu'on a fait au nom du Conseil national de transition, c'est toujours tout le monde qui peut y participer. Il n'y a aucune sélection, d'aucune sorte. Mais automatiquement, c'est toujours les gens les plus avertis, les plus informés, qui sont le plus motivés à participer. C'est pourquoi, à ce procès de Milan, on avait des gens qui étaient très informés. C'est pour ça qu'il n'y a même pas besoin de discussion. Ce sont des gens qui sont complètement déjà informés, avertis. Une grosse partie des Français sont encore devant leur chaîne de télé, etc., et encore conscients de très peu de choses. Sauf du malaise global qu'ils ressentent de plus en plus au niveau de la sécurité, à tous les niveaux d'ailleurs. Mais là, par cette création, on obtient aussi un droit d'expression. Et ce droit d'expression va permettre de toucher tous les Français. Et donc, petit à petit, les plus avertis informent les autres et ainsi de suite. Donc, on est à la veille de 2020. Et ce schéma qu'on a trouvé, qui est valide juridiquement et qui est facile à mettre en place, c'est ce qui peut permettre de faire enfin l'union. L'union de tous. Et celui qui ne viendrait pas réclamer la souveraineté du peuple, alors c'est clair qu'il est de l'autre côté. Peut-être que cette initiative n'a pas tout à fait été comprise de tous, mais à terme, l'objectif serait de voir naître la première démocratie en France. Alors une bonne fois pour toutes, cessons les abus de langage car présentement nous ne sommes pas dans une démocratie. Les partis politiques n'existent pas dans une démocratie, et elle ne doit pas être dite représentative. Quant aux mots, république et démocratie, ces deux-là n'ont rien à faire ensemble. Écoutez-moi bien, peuple de France, la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, donc ne peut être anti-système l'individu qui souhaite reprendre la tête de ce système pour son propre compte et gouverner les autres. N'est pas non plus anti-système celui qui promeut la République, laquelle n'est qu'une vaste supercherie maçonnique, une création machiavélique, ni plus ni moins. Les Gilets jaunes ont ouvert la voie il y a plus d'1 an déjà. Pourquoi l'union n'est-elle pas faite encore derrière cette simple idée? À quoi bon vouloir faire tous une révolution, si ce n'est pas pour obtenir une véritable libération, ainsi qu'un pouvoir réel de décision? J'affirme ici que l'union est rendue impossible jusque-là, à cause des différents meneurs qui ne souhaitent que se mettre en valeur et ne servent pas le bien commun, tout en monopolisant des foules de suiveurs. J'ai commencé par dénoncer Alain Soral et Dieudonné, mais la liste est encore très longue et j'invite tout le monde à balancer son traître. Certains diront qu'ils sont des résistants parce qu'ils sont convoqués régulièrement au tribunal, mais ils le sont pour des injures et jamais des actions concrètes. Cela donne à leurs adeptes l'illusion d'un combat contre le système mais il n'en est rien. Bon nombre de gilets jaunes ont été incarcérés injustement sans préavis et sans personne pour les aider. Alors qu'Alain Soral a largement les moyens de payer ses amendes juste par le bien de ceux qui l'engrangent avec ce vidéo à 2 €, permettant même au système de s'enrichir grâce à vous. Pourquoi préférer insulter les juifs quand la solution serait tout bonnement d'établir une souveraineté du peuple, car dans une démocratie, aucune communauté n'en domine une autre, mais pour cela il faut bien entendu arriver à une union. Dois-je vous rappeler que nous sommes plus de 66 millions dans ce pays? Les choses pourraient changer en un claquement de doigts si chacun après lecture de cette vidéo faisait sa part pour amener à cette union. Maintenant à Alain Soral et Dieudonné, sachez que je ne suis pas votre ennemi et je vous reconnais beaucoup de talent, mais au vu de vos faits et gestes et de certaines zones plus obscures que claires, il fallait que les choses soient dites.
Chacun peut faire des erreurs et il ne tient qu'à vous de ne pas rater ce rendez-vous avec l'histoire. L'enjeu est trop important et l'urgence d'agir est bien réelle. Le peuple de France et même le monde vous serait éternellement reconnaissant si vous mettiez vos compétences à son service. Si vous voyez des objections à cette action en cours que vous passez sous silence, la moindre des choses serait d'en donner les explications aux Français, en débattant avec Éric Fiorile. Avec le dernier segment de cette vidéo, j'espère faire prendre conscience à tous des dangers réels d'extinction qui pèsent sur le monde à cause de la folie de certains hommes, et de l'urgence qu'il y a d'agir. Je ne peux pas terminer sans évoquer l'Australie, qui est en proie depuis plus de 5 mois à d'effroyables incendies. It just roared up the street, and just a big, what you see is a massive fire. You would never stop it. They had fire, bombing, everything. But it was out of control, out of control. Je ne m'étendrai pas sur les églises qui brûlent, une vidéo a déjà été réalisée par Philippe Ploncard-Dessac sur le sujet, je vous invite à aller la voir. Concernant l'Australie, ces incendies ne sont bien évidemment pas accidentels, et certainement pas dus à ce réchauffement climatique imaginaire. Vos inquiétudes ne sont pas les mêmes que celles du GIEC. Pas exactement. C'est quoi les vôtres? Vous l'avez compris. Et on a monté un énorme business là-dessus, qu'un certain nombre de personnes ne souhaitent pas tuer la poule aux œufs d'or. On peut les comprendre, hein. Qui a monté quel business? Je dirais les profiteurs du protocole de Kyoto, pour faire simple.
car ça a vraiment généré un véritable business. Donc pour vous, le GIEC est aujourd'hui un business? Alors, le GIEC, c'est quand même la partie scientifique. Il y a derrière une déclinaison politique. Le intergouvernemental n'est pas pour rien. Une vraie déclinaison. Par exemple, le paquet climat européen relève directement de ce souci d'économiser les gaz à effet de serre. Mais si on fait le calcul, je fais le calcul dans le livre, le paquet climat, la réduction de 20% des émissions de CO2 en 2020, ça va éviter un réchauffement de la planète de entre 1 millième et 6 millièmes de degrés. Et renseignez-vous pour savoir combien ça coûte. Hein? Donc pour vous, c'est un business aujourd'hui. La crainte du réchauffement climatique est un business. L'Agence internationale de l'énergie avait chiffré au moment du protocole de Kyoto 45 000 milliards de dollars, donc 35 000 milliards d'euros. Voilà. C'est pas une petite somme, c'est l'équivalent de la dette souveraine mondiale actuelle. Vous vous rendez compte ? Showed you in that report, you know, the monsoon troughs we get up here, fill the Great Artesian Basin and fill the aquifers and these river systems and all the East Coast, everything runs off the aquifer system that we have in this country. You know, there was some speculation on that show, that report that I put out. People were arguing whether the Great Artesian Basin actually fills the coastal aquifers or whatever. I mean, these are details, folks. The fact of the matter is the country's drying up and it's being done deliberately. And it's been done through water mismanagement, and there's a real overall plan going on here. And we are really facing a serious situation here, folks. You know, the fires are just, you know, out of control. You've got fire trucks being engulfed in flames. They're really kind of selling it to the people. Heading for another major heat wave. This is today's news. You know, it's just a drastic situation that we're facing here. We've got towns running out of water, you know, emergency water rations. We've got our Prime Minister, of course, taking a holiday in the middle of it all. If anyone thought that he actually did care. Of course, he's back now and he's apologising for running out on everybody, and he's admitting that it's a little bit smoky in Sydney. Interesting. You know, and while all this is happening, you know, what's going on, folks, is they've deliberately dried the country out. You know, I showed you a report last week, or on the last report. I'll show you a little bit of it again because I think it's important. We'll just watch a few seconds of it, about 30 seconds of it maybe. Just check this out in case you missed it. 1,500 kilometres of the greatest river system is empty, and it's not drought. Floodplain harvesting means where there was floodplains, they kill all the trees, level it off, and they put a big embankment to stop the water actually getting into the river. And they call that harvesting. I'm calling that rape of a river. Welcome to what's left of the Darling River. So, you know, this is what's going on with the Murray-Darling Basin, all this floodplain harvesting. And what we've also got is, as I mentioned before, dams that are being built, private dams that are being built for major agri-companies. If you read some of this here, it says, you know, just 2 of these dams cost taxpayers nearly 30 million. And these are private dams. And it says here that the politicians don't want to talk about these dams because they do nothing for drought-stricken communities or the health of the river or struggling farmers. You know, politicians are reluctant to talk about why millions of taxpayer dollars have been spent on subsidising dams that make the problems of the Murray-Darling Basin worse. It's been done deliberately, folks. You've got down here as well that these dams are designed to divert normal irrigation water and supplementary water, not to simply recycle irrigation water, thus they increase both evaporation and irrigation water use. You know, these dams are being done intentionally to waste water, and it's illegal. These dams are all illegal. The water harvesting is illegal, the floodplain harvesting is illegal. All you've got to do is look at the Constitution, folks. I should have it up here somewhere. The Constitution, it should be there. It's somewhere. But it says in the Constitution, the annotated version of the Constitution, it says here
Australian Constitution, Section 100, the Commonwealth shall not, by any law or regulation of trade or commerce, abridge the right of a state or of the residents to the reasonable use of waters, of rivers for conservation or irrigation. So that's what it says in the Constitution, folks. And that means that these dams are illegal because this is all water allocation. The way they're getting around it, of course, is they're saying, well, we're getting the water from the floodplains before it gets into the river. This is the loopholes that they like to use. But what they're doing by diverting the water from getting into the river is they are abridging the right of people downstream to the use of this water. This has all been manufactured, and this has served to dry the country out. You know, I also showed you on the last report the fracking wells that are all over the country. You can see them really clearly down here in the Nullarbor Plain. There's frack wells all over the place. If you look up reports, you'll find that there's 43,000 frack wells in Australia. Each one of these wells uses between 1.5 to 16 million gallons of water. This is one of the driest countries on earth, and this is what they're doing with our water supply. Le pire est d'entendre déjà tous les manipulés s'insurger contre le réchauffement climatique, qui serait la cause de ces incendies. Ainsi, le crime profite totalement aux véritables responsables qui se frottent les mains de réussir à faire d'une pierre deux coups. Les pertes augmentent chaque jour, mais la préoccupation unique du gouvernement est que l'Open d'Australie de tennis ne soit pas perturbé. L'armée américaine chercherait-elle un moyen de contrôler le climat? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans les reportages. Contrôler le climat en déclenchant par exemple des cyclones ou en provoquant des sécheresses. L'idée paraît farfelue et pourtant, en plein Alaska, l'armée américaine développe depuis plusieurs années un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère. Et si un jour nous pouvions contrôler le climat? Nous sommes en Alaska, au milieu des glaces. Derrière ces grilles, sur plus de 20 hectares, se trouve une base de l'armée américaine. De loin, on distingue une forêt d'antennes de plus de 20 mètres de haut. Il y en a plus de 80. Officiellement, cette base abrite un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère, l'une des couches de l'atmosphère. Nom de code, HAARP. Un nom qui suscite de nombreuses rumeurs et interrogations depuis des années. On pense généralement que les Américains y étudient le contrôle des communications, voire des phénomènes climatiques. Nick Begich est chercheur, cela fait 15 ans qu'il tente d'en savoir plus sur les expériences menées au cœur de l'Alaska. Après plusieurs années d'enquête, il est arrivé à rentrer en contact avec l'un des concepteurs du projet HAARP, le physicien Bernard Island, qui veut lui donner accès à des données confidentielles. Ce qui est apparu à la lecture de ces brevets concernait des recherches pour manipuler le climat, des manipulations climatiques, voire même des manipulations de l'environnement de manière très particulière, tout ça pour des applications militaires. Manipuler le climat, cela paraît impensable. Mais être capable d'envoyer un cyclone ou une sécheresse chez ses ennemis, cela ressemble à l'arme absolue. Les Américains essaient-ils vraiment de contrôler les phénomènes climatiques? C'est ce que croit Luc Mampey, chercheur pour le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Je fais référence notamment à un rapport publié par l'US Air Force vers la fin des années 90 et qui s'appelait Air Force 2025, où très clairement l'US Air Force évoque là toutes les recherches qui devraient être faites à des fins militaires de manière à pouvoir avoir un certain impact sur les phénomènes météorologiques, de manière à pouvoir faciliter les opérations militaires amies et rendre plus compliquées les opérations militaires ennemies. Les Américains travailleraient sur la maîtrise du climat depuis les années 60. Il y a des premiers essais qui ont été faits au moment de la guerre du Vietnam, où là, effectivement, on a, par des procédés physico-chimiques, essayé de provoquer des intempéries, des averses extrêmement fortes. En 1967, en pleine guerre du Vietnam, les Américains se livrent à une expérience étonnante. Ils déversent une substance chimique au-dessus des nuages. Le but, faire en sorte que les pluies torrentielles de la mousson se propagent au Nord-Vietnam jusqu'aux bases de leurs adversaires. Le plus étonnant, c'est que cela a marché. Alors HAARP pourrait-il être la suite de ces premiers essais? Ce qui concerne les modifications environnementales,
et climatique, c'est un enjeu militaire aux États-Unis depuis certainement 50 ans. Et cela implique des technologies, des procédés, des techniques très proches de ce qui est mis aujourd'hui en œuvre dans le cadre du programme HARP. HARP suscite l'inquiétude, au point qu'en 1997, le Parlement européen met sur pied une commission d'enquête sur la possibilité de manipuler le climat à des fins militaires. Très vite, les parlementaires font des découvertes alarmantes. Ils apprennent par exemple que HARP émet un rayon qui chauffe et qui perturbe l'ionosphère, une couche de l'atmosphère chargée de nous protéger des rayonnements solaires. Ernest Gelscher, député européen, a participé à cette commission. Ce genre de projet, de planter des antennes et d'envoyer un signal dans l'ionosphère, tout d'abord c'est fait par les militaires. Ils ne savent même pas quel impact ces expériences pourraient avoir. Je pense que derrière tout ça, il y a des objectifs militaires qui pourraient être un peu plus ambitieux, un peu plus vastes que ceux qu'ils veulent bien admettre en public. Très vite, les travaux de la commission se heurtent au refus américain de s'exprimer sur HARP. À l'époque, le président de la commission est un parlementaire britannique, il s'appelle Tom Spencer. Convaincu du danger que le projet pourrait représenter, il essaie d'obtenir des précisions de la part des responsables américains, mais sans succès. Nous n'avons eu absolument aucun contact avec les Américains. Ils ne sont jamais venus. Pendant les auditions, Tom Spencer lui-même leur a dit qu'ils seraient les bienvenus au Parlement européen. Pour rencontrer les députés européens, ils n'ont jamais répondu. Je crois qu'ils ont délibérément décidé de faire la sourde oreille, d'ignorer le sujet et de ne pas en parler. Un incident va vite calmer les ardeurs de Tom Spencer. En 1999, le président de la commission fait la une des journaux à scandale. Il a été interpellé par la douane à l'aéroport de Londres. En fouillant sa valise, les douaniers ont découvert une vidéo pornographique gay et quelques grammes de cannabis. La carrière politique du député est brisée, la commission déstabilisée. Nick Begich a gardé le contact avec l'ancien député. Il a été approché par les autorités américaines plusieurs fois, comme tous les membres du comité. On lui a demandé de ne pas organiser ses auditions. Il a refusé et même accéléré la procédure. Il a essayé de parler avec les Américains, il a essayé de parler avec l'OTAN. Un jour, il a même appelé Al Gore devant moi. Ils étaient amis depuis des années et Al Gore a refusé de le prendre au téléphone de la Maison Blanche. Il était vice-président à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a dit à Spencer de rester en dehors de tout ça et il ne l'a pas fait. C'est regrettable car nous avons perdu un champion sur ce problème. Après la mise sur la touche de Tom Spencer, les investigations de la commission d'enquête cessent. Cela n'empêche pas de nombreux chercheurs de continuer à se poser des questions sur les expériences menées par l'armée américaine en Alaska. C'est le cas du physicien Jean-Jacques Berthelier. Son laboratoire est en contact direct avec Demeter, un satellite doté de nombreux instruments de mesure qui passe régulièrement au-dessus de la base américaine. Lorsqu'on passe au-dessus de HARP, on voit quelque chose qui n'a pas l'air, pour un profane, n'est pas très étonnant, mais on voit ici un signal à 1 méga, à peu près un petit peu plus de 1 méga, qui est une émission dont on sait que c'est émis par HARP. Donc, vous voyez bien que dans le milieu naturel, il n'y a pas ce genre d'émission. Et ce qu'on voit surtout qui est intriguant, c'est le fait qu'on a une baisse d'un facteur 2 ou 3 de la densité et une augmentation assez sensible de la température. Ce qui montre que HARP arrive à modifier quand même assez profondément l'ionosphère. Ainsi, le projet HARP fonctionne et son rayon peut modifier l'ionosphère. Mais il n'y a pas de preuve formelle que l'objectif est de pouvoir manipuler le climat à des fins militaires. Pourtant, le docteur Begich est persuadé que l'armée américaine possède une arme d'une puissance sans précédent. On va continuer à parler de ce projet pour sensibiliser le public et pour convaincre les politiques de prendre les choses en main. Pour nos libertés, pour nos vies privées, personne ne peut l'ignorer. HARP, c'est l'une des pièces d'un puzzle très complexe. Le silence de l'armée américaine alimente les peurs et les fantasmes. Personne ne sait si les militaires essaient effectivement de contrôler les phénomènes météorologiques. Mais il est certain que les expériences qui sont menées dans les neiges de l'Alaska perturbent le ciel au-dessus de nos têtes. Des expériences dont nous ne connaîtrons les conséquences que dans quelques années.
Les mondialistes se moquent bien des gens et se servent de l'écologie pour vous tromper, et ainsi taxer le monde entier. Les armes climatiques et la géo-ingénierie sont la véritable cause des problèmes du climat, et la destruction de la nature est voulue. Elle sert les plans de l'agenda 21, qu'ils souhaitent aujourd'hui pousser sur le peuple australien. Ils font exactement la même chose au Brésil ou en Californie. Les multinationales ont besoin de ces espaces, rendus accessibles par le feu, pour forer encore plus, et par la suite y construire les cités intelligentes du nouvel ordre mondial, dans lesquelles ils auront contrôle sur tout. L'ONU, la maison mère du nouvel ordre mondial, fait son travail. Ce sont des armes à énergie dirigée, les chemtrails, et à HAARP, qui sont à l'œuvre, et le pire reste encore à venir avec la 5G. Vous avez été informé il y a fort longtemps déjà du génocide mondial à venir et qui est déjà en cours, ainsi que de l'avènement d'un régime totalitaire planétaire. Les infos ont circulé de manière telle que personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Vous pouvez toujours douter et choisir l'inaction. Le reste est entre vous et votre conscience, sans omettre de penser aux enfants qui vous font confiance. Cependant, il y a pire encore que l'inaction, et c'est de se joindre à des manifestations et des protestations qui font suite à de la manipulation, et le faire sans trop vous poser de questions. Aussi, si vous intégrez des groupes et acceptez de suivre aveuglément des meneurs et des leaders qui ne cherchent pas à vous rendre autonome, vous faites davantage partie du problème que de la solution. Si par contre vous êtes réellement désireux d'émancipation, vous avez déjà sans doute compris tout ce qui est dit ici et vous saurez faire preuve de discernement. Vous avez compris que ce ne sont pas des hommes qu'on doit remplacer mais le système tout entier, et que l'union totale autour de cette idée est la seule solution. Le plan d'action a déjà commencé à être élaboré ici, il faut maintenant que nous soyons des millions derrière. Le seul moyen aujourd'hui d'entraver l'avancée du nouvel ordre mondial, c'est non seulement de réagir très massivement avec une résolution claire, nette et précise, mais aussi le faire très rapidement. Cela veut dire que vous ne devez pas avoir d'autres priorités après lecture de cette vidéo. Vous êtes le vrai pouvoir dans ce monde, il est temps d'en avoir conscience. Prenez chacun vos responsabilités car un avenir meilleur n'arrivera pas tout seul. Manifestez-vous en masse et organisons tous ensemble un nouveau regroupement en France cette fois-ci, où les gens les plus capables seront présents mais où nous serons tous ensemble pour décider de la suite à donner pour un renversement rapide de la situation. À nous à présent d'écrire notre destin et décider du monde que nous souhaitons laisser aux générations qui suivront.
you want to put them in the blanket and bring them out of the hot stuff? Come up. Quick, you pick them up and I'll... We'll get going in a second.